Les atterrissages clandestins dans le Jura doivent être liés à deux dates importantes. La première est celle de 1940, où Winston Churchill, Premier ministre britannique, décide la création d'un réseau de renseignement, de parachutage et de débarquement d'hommes et de matériel, de sabotage aussi, sur le territoire français. La seconde date, tout aussi importante, est celle du 11 novembre 1942, où Adolf Hitler, en réponse au débarquement anglo-américain sur les côtes d'Afrique du Nord, décide d'occuper militairement la zone du territoire français restée libre jusqu'alors. Il place ainsi le gouvernement du maréchal Pétain sous le contrôle direct des Allemands. Le gouvernement de Pétain perdant ainsi toute crédibilité aux yeux de la population française. Mais cette date est importante car elle va obliger les réseaux de résistance à se structurer, se fédérer davantage afin de pouvoir appuyer logistiquement tout débarquement allié sur les côtes françaises. Débarquement que l'on espère le plus proche et le plus tôt possible. Alors pour la région de Blétrand, c'est Paul Rivière, dit le marquis, qui est en charge des atterrissages clandestins. Alors, tous ces terrains sont choisis avec le plus grand soin, comme celui Léontine à Ruffey, sur lequel je me trouve. Ils doivent correspondre à plusieurs critères. Ils doivent être longs, rectangulaires, pas bosselés et durs. Durs pour supporter le poids des Lysander et des Hudson. Je rappelle qu'un Hudson peut peser entre 8 et 11 tonnes. Enfin, ils doivent être dégagés de toute forêt avoisinante, reliés par des petits chemins, eux-mêmes reliés au national, afin de pouvoir débarquer et embarquer en toute discrétion, hommes et matériel, et enfin, dernière condition, pas trop éloignés du château des Sœurs Bergerot pour qu'elles puissent accueillir les éventuelles arrivées. Enfin, le balisage au sol se fait de façon très simple, au moyen de balises électriques. Pour les Lysander, c'est un balisage en L renversé. Il faut 3 torches sur 150 mètres avec un terrain dégagé d'au moins 500 mètres. Pour les Hudson qui atterrissent à 132 km/h, il faut 5 torches et un terrain dégagé d'au moins 1000 mètres. Enfin, les atterrissages clandestins dépendent aussi de la décision de l'officier supérieur à Thamesford et des conditions météo. Alors, il y a aussi le fait que les radios ou la radio de la résistance est toujours informée des atterrissages qui vont avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formés spécialement à Londres. Ils peuvent arriver à décrypter au moyen de clés numériques les messages de la BBC, car les messages non décryptés du style « le castor foulera la neige 3 fois ou nous atterrirons dans l'ivresse » ne veulent absolument rien dire pour les non-initiés. Nous parlons maintenant des pilotes de la Royal Air Force. Ces pilotes devaient avoir de bons yeux, voler à vue, avec l'aide de la pleine lune, munis d'une boussole et d'une carte qui leur représentait les points remarquables sur lesquels ils allaient atterrir. Certaines fois, ils devaient voler à basse altitude afin d'échapper au radar allemand, ce qui n'allait pas lieu sans danger, puisque j'ai souvenir à Montélimar, notamment où un pilote ayant frôlé de près une montagne s'est écrasé. Enfin, les pilotes n'étaient absolument pas sûrs de l'accueil local. Je vous rappelle qu'un Hudson ou un Lysander dans le silence de la nuit fait énormément de bruit. Enfin, les conditions météo locales pouvaient elles aussi varier. Ce qui est remarquable, c'est que tous les atterrissages clandestins qui ont eu lieu sur les terrains Orion, Léontine ou Courgette se sont toujours passés de la meilleure façon possible. Aucun appareil n'a été abattu. Et Dieu sait que la chasse allemande était redoutable. Le premier terrain d'atterrissage clandestin choisi par la résistance locale est situé à Courlaoux. Il sera appelé terrain Courgette, Courgette qui signifie Courlaoux. Et c'est Léon Toinet, qui est l'un des organisateurs des atterrissages et parachutages au sein du groupe Freinet, qui va s'en occuper. Un premier atterrissage a donc lieu les 17 et 18 novembre 1942. C'est le lieutenant John Bridgers,
un pilote qui avait repéré ce terrain qui s'y pose lors de la Lune du 17 novembre 1942. Le balisage du terrain se met en place. Cela consiste à disposer au sol des hommes munis de lampes électriques pour former un triangle isocèle, la pointe indiquant le sens du vent. Les services atterrissage et parachutage se mettent en place sur le terrain Courgette à 23 heures. Vers minuit, le Lysander atterrit. 2 passagers débarquent. Henri Freinet, chef du mouvement Combat, et Emmanuel Dastier de la Vigerie, chef du mouvement Libération. Ils apportent à Jean Moulin une lettre du général de Gaulle et 20 millions de francs et du matériel de transmission. Le Lysander repart avec le général François Dastier de la Vigerie et Yvon Moranda, qui avait trouvé refuge chez les sœurs Bergerot. Une deuxième opération aura lieu les 26 et 27 janvier 1943. 2 Lysanders sont annoncés sur le terrain Courgette par le message suivant: le Castor foulera la neige 2 fois. L'opération est dirigée au sol par Paul Rivière. 2 passagers seulement sont en attente sur le terrain, le colonel Manès et Jean Fleury. Du premier débarquent 2 agents avec du matériel, puis embarquent Jean Fleury et le colonel Manès, dit Frédéric, qui lui était adjoint de Jean Moulin. Ce terrain sera très vite abandonné car dénoncé aux Allemands, soutenu par le préfet de Vichy Bosc, qui va faire placer des pieux afin d'empêcher les pilotes d'atterrir. À la suite de l'abandon du terrain Courgette, les résistants décident d'utiliser un second terrain d'atterrissage et d'envol clandestin, situé à Ruffey-sur-Seille, toujours non loin du château des sœurs Bergerot. Ce terrain sera surnommé Aurore ou Léontine. Une troisième opération y aura donc lieu les 13 et 14 février 1943. 2 Lysanders vont y être mobilisés pour l'occasion. Vont débarquer le colonel Manès, qui s'était envolé depuis le terrain Courgette le 26 janvier précédent, et Richard Héritier. Vont en partir Jean Moulin et le général de Lestrin, qui venait d'être hébergé par les sœurs Bergerot. Mais afin de protéger le tandem Moulin de Lestrin, Hugues Verity, le pilote de la Royal Air Force, a pris le risque de voler au-dessus de Lons-le-Saunier afin de faire diversion. Jean Moulin et le général de Lestrin s'embarquent avec succès. Mais prévenus de l'utilisation de ce terrain, les Allemands installent un poste de garde à la Grange de Paille qui se trouve juste en face du terrain d'atterrissage et d'envol. À la suite de cet atterrissage, la Gestapo va frapper l'état-major départemental de la Résistance le 25 février 1943. Nombre de personnes seront arrêtées et déportées. Après la mise sous surveillance du terrain Léontine ou Aurore par les Allemands, loin d'être découragés, les résistants décident de choisir un autre terrain, toujours non loin situé du château des sœurs Bergerot. Il s'agit du terrain Orion, situé sur la route départementale qui va de Nance à Saille-Nord, au lieu-dit des Aiguilles, en face du moulin qui porte le même nom. Sera le théâtre de 4 opérations clandestines. 4e opération, qui a lieu les 19 et 20 mai 1943, avec l'atterrissage d'un Hudson, comme pilote Hugues Verity. En débarque Daniel Maillard et 24 colis. En partance, Valentin Bey, dit Coléon, Francis Closon, dit Villiers, porteur d'un rapport de Jean Moulin au général de Gaulle, Roger Lardy, vice-consul de France en Chine, Roger et Madame Donacieux, Couty, dit Condo, le commandant Lassalle. Responsable de l'opération, Bruno Lara, dit Xavier, plus tard arrêté et déporté. 5e opération, qui a lieu les 14 et 15 septembre 1943. Celle-ci était prévue dans la nuit du 12 au 13 septembre, mais n'a pu avoir lieu à cause de la pluie. L'atterrissage est donc reporté au lendemain. De l'Hudson débarque le commandant Émile Lafont, le major Vic du réseau britannique Alexandre, Louis Mangin, dit Grognard, Lucien Gambas, dit Trapèze, Manoury Lichtenschneider, dit Carré, DMR pour la région 3, Camille Rayon, dit Archiduc, chef des opérations en R1, c'est-à-dire la zone de Lyon, puis en R2 pour celle de Marseille, et Gaillard. L'avion rapporte aussi une importante somme d'argent pour la zone sud, vite embarqué dans une camionnette en direction de Cuiseaux, chez M. Moret. En repartent André Jarot, dit Marie, Basset, Marcel Révillou et un autre maquisard. L'avion quitte le sol de la prairie, mais au passage écrète un peuplier près du moulin des Aiguilles, juste en face du terrain,
car un petit incendie s'était déclenché à bord, heureusement vite maîtrisé. Sixième opération, qui a lieu la nuit du 18 au 19 octobre 1943. 23 heures, les équipes SAP se mettent en place, balisent le terrain, le groupe Guérin s'installe en protection au pont de Nance, les autres au carrefour de la route de Nance. 2 Hudson pour cette opération importante. En débarquent Jean Rosendahl dit Cantinier, Richard Elzop dit Xavier, le capitaine Denis Johnson des USA dit Paul, Elizabeth Reynolds. Embarquent vers la Grande-Bretagne 18 personnes, dont on peut citer Emmanuel Dastier de la Vigerie, Vincent Auriol qui sera le futur président de la 4e République, Albert Gazier, le sénateur Roger Fargeon, le comte Boinet, Juste Eward, le commandant Marissal, Maurice Rossi, Paul Molinier, etc. Après le lever du jour, les Allemands arrivent sur le terrain, mais ne peuvent que constater des traces de roues dans la prairie. 7e opération, qui a lieu dans la nuit du 8 au 9 février 1944, avec l'atterrissage d'un Hudson, annoncé par le message « Nous partirons dans l'ivresse », qui a été diffusé 3 fois par la BBC. Le 3e, à 9 h du soir, confirmait qu'un avion était bien parti de Londres pour le terrain Orion. Balisage, protection est mise en place par le groupe Front de Blétrand, au pont de Nance, le groupe Guérin, le groupe de Cauges, au pont de Cauges, le groupe de Villevieux, au pont du Moulin des Aiguilles, le groupe de Ruffet, au pont du Moulin du Loup, pour guetter une éventuelle intervention des Allemands qui, je le rappelle, sont cantonnés à seulement quelques kilomètres. Arrivant, le lieutenant-colonel Pierre Fourcault, chef de la mission Union pour les maquis de Savoie, de l'Isère et de la Drôme. Louis Burdet, Adolphe Herse, Jacques Lecomte Boinet doivent embarquer avec le capitaine Brof de Karlsist, rescapé d'un avion qui s'était écrasé en novembre 1943. S'y ajoutent Raymond et Lucie Aubrac et leur jeune fils. Je rappelle que Lucie Aubrac et son époux étaient recherchés par toutes les polices allemandes, puisque Raymond Aubrac, arrêté à Caluire le 21 juin 1943 avec Jean Moulin et d'autres chefs de la résistance, avait été délivré quelques semaines plus tard par son épouse Lucie, qui, à la tête d'un commando FTP, avait attaqué en plein jour à Lyon la voiture cellulaire qui transportait les résistants de la prison Montluc à l'école de santé, siège de la Gestapo. Seul souci, c'est que le sol est détrempé par les fortes pluies des jours précédents et s'est durci avec le gel. L'avion ne peut plus décoller, les roues restant enfoncées. L'aviateur estime qu'il ne pourra décoller et veut mettre le feu à son appareil, comme c'est la consigne. Mais les résistants ne l'entendent pas ainsi. Ils vont chercher à Cauges et au Moulin des Aiguilles une paire de bœufs, des cordes, des pelles et se mettent au travail. Des planches prennent place sous la béquille de queue de l'avion, car la roulette est aussi enfoncée dans la boue. Après 2h30 d'efforts, tiré par des bêtes et poussé par des gens, le Hudson, qui pèse quand même 11 tonnes, a été sorti de sa gange et vers 3h du matin peut décoller à la grande joie de tous. L'avion s'envole et disparaît. Chaque groupe rejoint à pied son village en évitant les routes et en prenant soin, en rentrant chez soi, de camoufler ses armes. Chacun reprend son travail, comme s'ils avaient passé la nuit au chaud dans leur lit, et s'étonneront des voisins qui prétendent avoir entendu des avions dans la nuit. Heureusement, la neige a commencé à tomber avant l'arrivée des Allemands, de sorte que les traces ont disparu. À la suite de cet incident, le terrain Orion est abandonné et aucune autre opération d'atterrissage ne sera effectuée dans le Jura. Mais je vous laisse raconter par la sœur d'un résistant l'histoire qu'elle a entendue de son frère sur cette fameuse nuit du 8 au 9 février 1944. Écoutons-la, son témoignage est précieux. Obliger les hommes à mettre les bœufs dans une de ces pâtures. Les vaches étaient déjà endormies, mais comme les bœufs étaient inoffensifs, il n'y avait aucun risque. Et il a dit immédiatement, il faut qu'on se sépare. Alors, vous, attention, vous allez rentrer. Si vous voyez une lumière, vous savez grimper aux arbres. Il fallait passer, surtout ne prenez pas le chemin, prenez le bois. Il y a des bois. Le bois du marais. Prenez les bois, et puis s'il y a quelque chose, si vous voyez une lampe, vous savez grimper aux arbres. Moi, je rentre vite chez nous. Et Paul est rentré,
Et à rien, il voyait les lanternes parce qu'il venait en vélo, la brigade venait à bicyclette. Il est vite revenu chez lui. Il n'était même pas déshabillé, il les a attendus. Et il a vu les Allemands avec des grosses torches faire le tour de sa maison, regardant s'il n'y avait pas des empreintes de, de, de pas ou de roues, etc. Alors ils sont restés, ils regardaient bien. Paul n'osait à peine respirer. Il avait fait un tout petit trou pour toujours dans ses volets pour guetter parce que il faisait beaucoup de, comment dirais-je, de choses illicites, si vous voulez, que les Allemands fallait s'en méfier. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils connaissaient bien les heures de passage de la patrouille. Ils étaient assez exacts. Dans leur passage, ils étaient assez exacts. Ils étaient à deux Allemands. Alors, une fois, bon, ben ils s'en vont, je peux me déshabiller cette fois. Il était à peine déshabillé qu'il les voit revenir. Ils avaient peut-être eu le temps d'aller, comme tu dis, Evelyne, jusque chez son patron, à Paul, chez Monsieur le Gris ou Grandvaux, tu vois, vers chez les Touvenot, quoi, à peu près. Ils reviennent. Et puis là, de nouveau, avec leur torche, ils regardent. Et là, mon frère a eu peur, parce qu'il regardait partout. Et il avait peur que ma belle-sœur, qui dormait, se réveille. Et puis, alors, Paul n'osait pas bouger, il dit, j'osais à peine respirer. Et ils sont restés un bon moment à fureter, à regarder partout, à écouter très, très, très attentivement. Hein. Alors, ça a peut-être duré bien une demi-heure. Le lendemain, quantité d'Allemands venaient de Lons, l'Arnaud, ils reprenaient. Ils se doutaient que quelque chose avait eu lieu dans les parages et regardaient. Alors Paul est resté, il avait du blé, je crois, oui, à vanner, pour avoir du bon blé à semer. Alors il en a profité pour faire ce travail-là, et tout le temps, mais il n'a jamais été interrogé. Les Allemands ne se sont pas arrêtés pour lui demander quoi que ce soit. Paul a surveillé leur trafic, et puis vers midi, ça s'est calmé. Un monsieur, je crois que c'est monsieur Simoret, enfin, un monsieur allait, ils sont dit bonjour comme d'habitude. Je crois que c'était monsieur Simoret, tu sais, le papa à René. Il avait des prés par là. Il a dit bonjour à Paul. Voilà, oui. Oui, ça s'est descendu à Ruffé chez maman. Il a dit à ma belle-sœur, je vais descendre à Ruffé en vélo, voir s'ils sont au courant de ce qu'il y a eu cette nuit, de ce qui s'est passé. Et puis maman, quand elle a su tout ça, ben elle était quand même inquiète, ça lui a fait peur a posteriori, quoi. Et Paul, c'est là qu'il nous a raconté, quoi, comment ce qu'il avait subi cette nuit dernière. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Donc, je me trouve en présence de monsieur le maire de Villevieux, que je remercie de m'avoir autorisé à filmer à l'intérieur du village et aussi de m'accorder cette interview. Alors, je vois qu'il y a le portrait de Jean Moulin au-dessus de votre bureau, ce qui prouve votre passion, votre intérêt pour la résistance nationale et aussi votre intérêt pour la résistance dite locale. Alors moi, une question me vient à l'esprit. Comment la commune de Villevieux entretient la mémoire des sœurs Bergeron? Comme mes prédécesseurs, nous avons le devoir d'entretenir la mémoire des sœurs Bergeron. Donc, premièrement, par l'entretien de leurs tombes. Elles n'ont plus de descendants sur le secteur, donc il reste, je crois, qu'un neveu ou petit-neveu sur Paris. Et donc, on entretient leurs tombes. Il y a une stèle qui a été posée où se déroulent des commémorations le long du château où elles habitaient. Et de plus, la place qui se situe devant la salle des fêtes de Villevieux porte le nom Place des Dames Bergeron. J'ai cru voir. Effectivement, et vous, en tant que maire, comment vous entretenez la mémoire finalement à travers les sœurs Bergeron, mais plus encore à travers la résistance locale, la mémoire de cette période troublée et en même temps passionnante? En tant que maire, nous souhaitons transmettre aux jeunes générations et pour cela, on travaille avec les professeurs des écoles de Ruffé qui associent aussi les élèves de Villevieux et les élèves de l'Arnaud, Fontainebleau et Réport
à une journée de mémoire. Donc, ils travaillent toute l'année sur la résistance. Et au mois de mai, on fait une journée de mémoire avec une visite des 3 terrains d'aviation, Courgette, Léontine et Orion. Et également, avec Monsieur Herbillon de la Nacre, on dépose une gerbe au niveau de la stèle des Dames Bergerot. Et de plus, Monsieur Monnier, Monsieur et Madame Monnier, propriétaire du château, ouvre leur propriété et les enfants voient la bibliothèque où a séjourné et lu Jean Moulin, mais également cette porte où sortaient la cinquantaine de personnes, on dit 50, 60, qui ont séjourné au château de Villedieu pour après reprendre, soit se rediriger sur Lyon, soit se diriger, prendre un avion pour regagner Londres. Et donc cette porte qui est assez impressionnante, au fond du château, et ça menait directement au terrain d'aviation ou pour partir ailleurs. Donc, c'est vrai qu'alors, cette commune qui a fait silence pour qui connaissait pour certains les activités des Sœurs Bergerot, qui a une citation en 1950, finalement, encore sous votre égide, ça reste une commune citoyenne attachée aux valeurs patriotiques. Tout à fait, tout à fait. Ça reste on essaie de toujours garder ces valeurs, de les défendre, parce qu'aujourd'hui, à travers la jeunesse, il faut absolument qu'on continue à défendre toutes ces valeurs patriotiques. Et ce qu'ont fait ces dames, en particulier tous les gens de Villedieu, il n'y avait pas que les Dames Bergerot, mais tous les gens de Villedieu, ces gens se sont tus et ont su se taire. Et on a eu la chance de ne pas avoir de représailles, comme malheureusement à Saint-Didier, je pense à Saint-Didier ou ailleurs. Pendant cette tragique période, je veux dire, nous avons perdu malheureusement 6 jeunes de Villedieu qui ont été tués lors du combat de Bissia, donc en 44, dont on a fêté le 80e anniversaire cette année, voilà, 80e anniversaire de Bissia. Donc voilà. Merci, monsieur le maire. Merci d'entretenir, de faire vivre les valeurs de la République au sein de votre commune. Je pense que c'est important pour les populations actuelles et les générations futures. Tout à fait, je vous en remercie. Merci beaucoup de votre gentillesse, monsieur le maire. Merci. Après la guerre, les Sœurs Bergerot tombent dans l'oubli, la misère et la solitude. Le grand salon du château, autrefois animé par d'illustres visiteurs, se referme sur les lourds secrets qu'il a abrités. Seuls quelques amis fidèles, comme les époux Aubrac, John Brough, Paul Rivière, continuent de leur rendre visite. De l'État français, elles recevront des distinctions. Elles auront toutes les 3 la médaille de la Résistance avec Rosette. Marie-Louise aura la médaille militaire, Marguerite la Croix de guerre, et Cécile, en 1977, quelques jours avant sa mort, sera faite chevalière de la Légion d'honneur. Un peu surprise, elle dira qu'elle n'en demandait pas tant. Ces 3 sœurs Bergerot, par leur courage, leur dévouement, à faire soigner, héberger des patriotes blessés, traqués, ou simplement en partance pour Londres, ont contribué à leur façon à la victoire contre l'occupant nazi. Elles resteront à jamais l'orgueil et la fierté de la France et de la commune de Villedieu, qui d'ailleurs a fait ériger une stèle à leur nom et une place. Elles incarnent aussi la devise de la comté, qui a toujours résisté contre son envahisseur. Cette devise, c'est « Comptoir en toi, nenni ma foi ». Alors j'espère que cette émission vous a plu. Je n'ai évoqué qu'un épisode de la résistance jurassienne. Il y aurait beaucoup à dire dessus, mais vous pouvez consulter le site de la Nacre du Jura qui s'affiche derrière moi. Vous avez des pages complètes sur ces hommes et ces femmes qui ont fait vivre le patriotisme et l'honneur de la France pendant cette période troublée de l'occupation allemande. Et moi, je vous invite avec moi pour un prochain épisode où je vais remonter dans le temps, mais rester dans le secteur de Villedieu et de Ruffey, dans la période de la Révolution française et de l'Empire, et je vous parlerai d'un patriote, le général Lecourbe. À très vite. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras.